Bonjour, salam le bnet. Eh bien écoutez, on se retrouve pour la saison 2 d'Au fil du cafetan. Et quoi de mieux que de la débuter avec en fait une semaine très spéciale, c'est la semaine du podcaston. Et mon invité aujourd'hui, eh bien, fait partie d'une association. Mais avant de pouvoir parler de l'association, on va parler bien sûr d'elle comme dans dans la saison précédente, de son parcours, de ce qui l'a amené vers l'associatif. Je vous présente Oumaima Mhijer. Ahlan wa sahlan, Mariam. Merci beaucoup de m'accueillir. Merci d'avoir accepté d'être là. Absolument. Très, très ravie d'être ton invitée aujourd'hui. Je suis ravie aussi. Écoute, Oumaima, on va rentrer dans le vif du sujet afin de pouvoir parler un peu plus à l'aise de l'association que tu représentes, l'association Jadara. Avant d'y arriver, dis-moi, Oumaima, toute petite, elle a vécu où, comment, son cursus scolaire? Absolument. Alors moi, je suis Oumaima Mhijer. Je suis une fille marocaine de la ville de Bnimlel, donc de la région Bnimlel-Khnefra. Ouais. J'ai grandi entre Mohammedia et Marrakech. Et j'ai été marquée par ces deux villes. Une côtière, calme, casanière, petite, Ouais. où on pouvait faire du surf, du bodyboard et nous éclater de cette manière. Et l'autre, Ocre, avec ses traditions, sa vieille Médina, la famille. Et aujourd'hui, je vis à Mohammedia, je travaille entre Casablanca et Rabat. Et donc, la petite Oumaima, elle a grandi dans ce contexte-là. Fille de parents enseignants. Ouais. J'ai deux grands frères. On a grandi dans une maison, on fait partie de la classe moyenne. Ouais. On a grandi dans une maison chaleureuse où on est des étudiants très studieux. J'imagine avec des parents enseignants. Effectivement, on doit être l'exemple. Et donc, voilà, j'ai grandi également devant une maman, Lillah yarhamha al-yawma, Amin ya Rabbi, qui a été un modèle, une femme entrepreneuse qui s'accomplit et accomplit énormément de choses avec différentes casquettes et qui a su gérer le foyer et également voilà, adopter différentes casquettes et s'éclater dans ces différents business. Magnifique. Là, ce que j'entends, c'est que tu as eu un modèle de femme qui, en plus de gérer son foyer, a géré son développement professionnel, c'est-à-dire qu'elle était salariée en tant qu'enseignante, mais tu me parles aussi d'entrepreneuriat. C'est-à-dire que toute petite, en fait, tu as eu un modèle de femme accomplie dans le sens où elle a touché à tout. Tout à fait. Est-ce que c'est ça ce qui t'a donné l'envie, en fait, de marcher sur ses pas et d'essayer tout plein de choses? Alors, on est ancré. En fait, le modèle de la famille atomique est là où on grandit, il nous marque. Ça fait partie de notre ADN. Si ce n'est pas un conditionnement voilà, conscient, c'est un conditionnement inconscient. Moi, j'ai grandi devant une maman, une leader, qui a été élue à la ville de Beni Mellal depuis, c'est-à-dire en étant une jeune maman. Et on m'a montré des photos d'elle avec moi dans son ventre, en train de mener une campagne électorale et en train de mettre en place son plaidoyer. Et donc, effectivement, j'ai été certainement conditionnée avant de naître, mais également en grandissant, la regardant et la voyant s'épanouir avec ses différentes casquettes, gérer. Elle était la reine de la maison. C'est-à-dire que tout le monde respecte la nonne, la maman. La maman. Effectivement. Et c'est-à-dire une femme de parole, une femme de fort caractère, très empathique et qui a beaucoup impacté autour d'elle. Et d'ailleurs, ça, je l'ai su et c'est-à-dire je m'en suis rendu compte réellement le jour de ses funérailles. Le nombre de personnes que je ne connaissais absolument pas qu'elle avait impacté. Elle a été mentor. Elle a géré des usines. Elle a créé sa propre usine. Je me suis retrouvée toute petite à l'aider à faire donc une usine dans l'agroalimentaire, à impacter, à peser, à faire des choses. Et c'est un modèle qui m'a impactée.
On le sent aussi quand tu en parles, c'est génial. Ça permet en fait aussi à nos spectatrices de voir que l'environnement familial impacte positivement ou négativement certaines fois notre cursus. Tu m'as parlé aussi de tes études, tu m'as parlé aussi d'excellence. Alors, avec tout ça à la maison, qu'est-ce que tu avais choisi comme branche? Alors moi, avant de te parler d'excellence, j'ai envie de te parler de bêtises. Ah. En fait, j'étais une fille, on va dire, pas très studieuse au départ. C'est-à-dire, voilà, l'adolescence, je me souviens avoir passé plusieurs, voilà, le cycle du primaire, le cycle du collège, à être la clown de la classe. Mhm. À être celle qui se fait renvoyer par le professeur à chaque fois. J'ai au moins un conseil disciplinaire par trimestre, limite. Ah oui. Oui, oui, oui. Bah, J'assume. les parents enseignants à ce moment-là, je ne voudrais pas être à leur C'est place. une énergie. J'étais une boule d'énergie. Il fallait vraiment me canaliser. Et donc, it was a life-changing conversation. C'était une conversation qui a changé le cours de ma vie avec mon frère cadet, Najib, Laït Krobkher, qui m'a aidé à prendre les bonnes décisions au bon moment. Et donc, pour répondre à ta question, Mariam, Ouais. c'est le choix de ma filière. J'ai fait sciences physiques. D'accord. Là encore, ce qui est intéressant, c'est ce moment-là. Tu me dis, j'ai eu une discussion au bon moment. Tout à fait. C'est-à-dire qu'avant, tu ne comprenais pas peut-être ton rôle à l'école, c'est ça? Pourquoi est-ce que tu y allais? Tu t'ennuyais? Et c'est ce petit moment de discussion qui a fait que tu as commencé à comprendre ton rôle, pourquoi est-ce que tu y allais et la finalité? Tu sais, vraiment, en plein podcast, là, je pense que tu m'as tiqué quelque part. Oui. Je connaissais l'importance de l'école. Je le savais, ancré dans le marbre. C'est-à-dire, avec des parents enseignants, tu ne risques pas de passer à côté de cette D'oublier information. Et tu peux. Voilà, et des fois, tu n'as pas le droit d'oublier, voilà, un certain nombre de choses, on te le rappelle. Le rôle qu'a eu mon frère Najib avec moi, c'est le rôle d'un mentor. Je pense que ce qui a tilté chez moi ce soir-là à Mohamedia, au parc de Mohamedia, on a marché, on a parlé, c'est le fait que j'ai eu l'impression d'avoir quelqu'un qui ne me juge pas et qui a confiance en moi et qui parle à mon intelligence. Et il n'utilise pas, tu vois, la figure d'autorité. Il ne me parle pas c'est-à-dire des évidences de la vie. C'est évident qu'il faut travailler, c'est évident qu'il faut être studieux, c'est évident qu'il faut être rangé, tout ça, tout ça. Non, on a décortiqué, on a déconstruit des choses et on a reconstruit. Et depuis ce jour-là, d'ailleurs, lui, il était parti en France pour ses études et moi, je me suis retrouvée seule avec les brides de ma conversation avec lui, avec un mindset complètement changé. Et je pense que c'est le rôle d'un mentor qu'il a joué ce jour-là. Et donc, effectivement, cette conversation a changé le cours de ma vie et de comment je vois les choses. Et c'est arrivé effectivement au bon moment, c'est-à-dire à la veille de la première année du baccalauréat. Ah oui, excellent, il fallait, c'est le bon moment. C'était l'été entre la première année du lycée, a.k.a. 5e, et la deuxième année du lycée, et a.k.a. première année du bac. Eh ben, 6e. Waouh. Là, une autre question qui me vient là après ce que tu viens de nous raconter, c'est alors on a une filière scientifique, on a cette conversation avec ton frère Najib et cette prise de conscience. Du coup, avec cette prise de conscience, le fait d'avoir son bac en poche, pour toi, la suite, tu la voyais comment? Où? Alors là, je vais te parler d'orientation et vraiment, je ne fais pas du tout exprès de trouver des liens entre mon parcours et Jadara que je dirige aujourd'hui. Mais l'idée, c'est que j'avais fait cette branche un peu par défaut. Un peu. Ensuite, j'ai choisi l'ingénierie un peu par défaut.
parce que j'ai grandi avec deux frères cadets et aînés, respectivement plus âgés que moi de 8 et 10 ans, qui étaient ingénieurs. Voilà. Tu vois, le modèle de la famille avec des parents enseignants et des enfants ingénieurs ou médecins. C'est vraiment ça. Donc, on a reproduit... Le cliché. Exactement, le cliché, pile poil. En fait, j'ai fait ça un peu par hasard. Je dois t'avouer que je n'avais pas été... D'ailleurs, il va falloir qu'on parle d'orientation et d'orientation au Maroc. Mais finalement, c'était un excellent choix pas pour ma carrière, mais pour ma personne, pour les personnes que j'ai rencontrées à travers Ada. Et pour moi, ça vaut bien plus que la carrière. Donc, je me souviens que mon frère Najib, encore une fois, m'est inscrit pour passer le concours à l'École nationale des sciences appliquées. Moi, je ne savais même pas que l'école existait et qu'elle existait à Marrakech. Je voulais absolument faire parcours de médecine. Je n'avais pas été sélectionnée. J'ai été retenue dans le concours médecine dentaire à Casablanca, mais mes parents ne voulaient pas me laisser revenir à Casa de Marrakech, vivre seule. Donc, il fallait prendre une décision familiale, redéménager ici. C'était la condition que mes parents avaient mis et c'était très compliqué à mettre en place. Donc, par défaut, j'ai été acceptée un peu partout, classe prépa, UNCG, ce que tu veux. Mais le choix a été, OK, on va prendre l'école la plus difficile à obtenir parce que j'étais la première note en bac de mon école et la seule à avoir été retenue présélectionnée à l'ENSA. Et j'ai fait ce choix comme ça, vraiment, sans fondement logique. C'était en principe pour mon parcours éducatif et d'enseignement supérieur une erreur, mais pour ma personne qui suis devant toi aujourd'hui, le meilleur choix que j'ai fait. Parfait. J'aimerais revenir sur un petit mot regret peut-être. Tu n'as aucun regret du fait de te dire peut-être que, tu t'es jamais projeté, te dire, et si j'avais réellement fait médecine, et si je rassure ma famille, je dis, ça me dérange pas de retourner à Casa ou d'y aller seule, etc. C'est vraiment ce que je veux faire, être médecin, ou c'était aussi par défaut. T'as misé sur 2 chevaux, tu t'es dit, allez, celui qui va prendre, je fais. Non, en fait, moi, je pense que je suis une personne empathique et un peu altruiste, un peu, ça m'a humblement, je pense. Tu m'étonnes, franchement, altruiste. Ça pense, coule. je pense. Tu es directrice de l'association. L'idée, c'est que à travers ce parcours de médecine, je ne voulais pas checker une box. Vraiment, je voulais faire quelque chose qui parlait à mon ADN, vraiment. Je n'ai pas été retenue pour des raisons logistiques, franchement très bêtes. C'est-à-dire que j'avais passé la préparation de mes concours à Casa et donc j'ai pris j'ai suivi le modèle de concours. J'ai dû apprendre des choses de la chimie, organique, des choses comme ça pour me préparer. Mais il se trouve que il fallait que je passe mon concours de médecine à Marrakech. Il fallait qu'on passe à Casa ou à Marrakech et il fallait revenir au territoire où tu as domicilié ta carte nationale. Et donc, je me suis préparée sur un modèle de concours pour le nord du Maroc, alors que j'ai finalement été soumise au concours du Sud. Et ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et ben voilà. Ce que j'avais étudié n'avait rien à voir avec ce que j'ai retrouvé. Et c'est tant mieux. Non, je n'ai pas regretté dans le sens où, je pense, 3 ans plus tard, alors j'ai beaucoup pleuré, la nuit. J'imagine. Où j'ai su que je n'ai pas été retenue, même pas en liste d'attente, mais j'ai pleuré les larmes de mon corps. Bah oui, beaucoup d'efforts, donc on a quand même des attentes par rapport à ça. Et c'était un choix de cœur, vraiment. J'ai pas été retenue, finalement, j'ai vécu ça avec beaucoup d'amertume. J'ai passé une nuit blanche. J'ai pleuré toute la nuit, vraiment. Cœur brisé. Mais finalement, quelques années plus tard, 2 ans plus tard, je me suis dit, fais khair, parce que c'était ces années où les étudiants de médecine ont commencé à faire les grèves. Des consoeurs et confrères à moi du lycée étaient là-bas, mais c'était pénible pour eux. Et c'était limite traumatisant. Et finalement, je me dis, fais khair. J'ai pas été retenue pour une bonne raison. Je ne vois pas encore la raison. Et finalement, quelques années plus tard, je me rends compte que c'était le meilleur choix. D'ailleurs, la meilleure amie, mes 2 meilleures amies aujourd'hui, ce sont mes meilleures amies que j'ai rencontrées à l'ENSA. Et mon mari, je l'ai rencontré à l'ENSA. Et ça,
ça mérite 5 ans. Bah écoute, je pense que là, c'est un excellent choix du coup. Effectivement. C'est très bien. Exactement. Si tu as un message à passer, parce que là, on s'approche quand même du baccalauréat, des jeunes bacheliers, bachelières, qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à ton propre parcours là pour la suite? Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que, et ce pour les étudiants du baccalauréat, mais également les étudiants en général du lycée, pour l'orientation, informez-vous et faites votre choix vous-même. C'est-à-dire consulter tout ce qui se passe. Vous avez un conseiller en orientation détaché du ministère de l'Éducation nationale qui doit certainement faire de son mieux. Il pourrait provide un service d'orientation très concerté ou un peu moins concerté vu les conditions de temps disponibles, etc. Concertez-vous avec la famille, concertez-vous avec les voisins, ce que tu veux, les réseaux sociaux, mais fais ton choix basé sur le critical thinking. C'est toi qui te connais. C'est toi qui connais, c'est-à-dire ton ADN, c'est toi qui sais tes capacités, tes soft skills. Est-ce que tu es plutôt une personne qui aime être avec people's person, tu es quelqu'un qui aime être avec les gens, ou est-ce que tu préfères travailler dans un laboratoire? Ce genre de questions. Et aussi, outille-toi correctement. Et d'ailleurs, je vais rebondir pour introduire une solution totalement gratuite qui a été développée par Jadara Foundation et qui est au service de l'orientation. Un qui s'appelle Jade Orientation, qui est le TikTok et le Tinder de l'orientation. Une application mobile disponible sur App et Play Store et donc compatible avec tous les téléphones portables et qui permet de s'informer, d'être avisé des métiers d'aujourd'hui, mais également les métiers de demain, et qui te permet en fait de scroller et de consommer des vidéos de moins de 1 minute avec des professionnels qui te parlent de leur parcours professionnel, de leur parcours académique et comment ils ont fini, pharmacien, enseignant, ingénieur aérospatial ou technicien de laboratoire, ce que tu veux. Et tu tombes sur une cartographie d'orientation qui te permet de savoir le parcours éducatif qui te permet d'atteindre. Et donc, mon conseil serait, informez-vous, utilisez l'application Jade Orientation et faites votre choix vous-même. Très bien. Donc, pour résumer, chère bachelière, Oumaima s'est basée sur son expérience. Elle a trouvé son mari à l'ENSA et du coup, elle a réfléchi à mettre en place une application. Jade Orientation, excusez-moi les filles. Jade Orientation et du coup, vous y allez. Ça donne d'une pierre deux coups. Vous êtes en train de vous informer pour votre parcours scolaire supérieur et peut-être, qui sait, retrouver votre moitié. C'est possible, c'est très drôle. Magnifique. Cliquez ici. Là, c'est une question. Là, tu nous as parlé de la petite Oumaima, des fondements, des bases, des valeurs inculquées, ton expérience. Mais là, la question que moi, je me pose actuellement, c'est le lien entre Jadara, le lien entre l'associatif, déjà en général, et ensuite vers Jadara. Alors, moi, je pense que, encore une fois, je reviens à la question du conditionnement. Moi, j'ai été marquée dans mon parcours par des concours de circonstances. C'est-à-dire qu'au bon moment, je me suis rattrapée avec les études. J'ai excellé en première année bac, ce qui m'a donné un bon coup de pouce à la deuxième année bac. La deuxième année bac, j'ai eu la meilleure note du lycée, la quatrième meilleure note de la région. Marrakech Asfi, qui était Marrakech Nassif El Haouz Anadak. À l'époque. Et donc, avec mes parents enseignants, j'ai pu accéder à une bourse d'excellence. Cette bourse de mérite ou une bourse d'excellence permettait de financer en partie mes études et il m'a permis en fait de développer un tout petit micro-capital qui m'a permis de lancer ma micro-entreprise de vente. C'était du commerce, c'était de la négoce et ça m'a permis en fait de générer pas mal d'argent pendant que j'étais étudiante en parallèle. Super. Et cette impulsion-là quand tu goûtes à une bourse qui vient de ton effort, tu rentres dans une loupe et une boucle vertueuse qui est fuelée
par le mérite et l'effort. Et d'ailleurs, cette première bourse-là qui m'a permis de poursuivre mes études dans une certaine, voilà, dans un certain ariyahiya, on va dire, dans une certaine, voilà, dans des conditions assez sympathiques, m'a permis, après avoir, voilà, finalisé mon parcours d'ingénieur, il s'était passé quelque chose. Entre le moment où j'ai fini mon stage de projet de fin d'études et le moment où je devais le soutenir. Entre la soutenant, bon, il y avait Ramadan entre les deux et donc mon école d'ingénieur a décidé de repousser ça entre juin, juillet à septembre, octobre. Donc j'avais devant moi quelques mois. Et c'est sur ces quelques mois, en faisant du volontariat avec une association, que je me suis rendu compte que j'étais douée pour faire de la communication. Et cette association qui est une entreprise sociale dans son modèle, qui s'appelle Amal Women's Training Center à Marrakech et qui soutient les femmes à travers la qualification métier dans les métiers de la restauration, du service et du traiteur pour les accompagner à intégrer le marché de l'emploi, les femmes marginalisées, mamans célibataires, veuves, divorcées, orphelines, mais également jeunes femmes porteuses de handicap mental et sensoriel. Mais également moteur, m'a permis de comprendre que j'adorais ça et je ne le savais pas du tout. Et donc, en sortant de l'école d'ingénieur et en faisant ces quelques mois de volontariat, je me suis rendu compte que c'est ce que je veux faire, les amis. Et donc, j'ai accepté de laisser la carrière d'ingénierie. D'ailleurs, la présidente de l'association et le directeur de l'association étaient présents lors de la soutenance de l'école d'ingénieur. J'ai pris le diplôme, je l'ai remis à mes parents, qui l'ont joliment encadré, mis dans un mur. Mission accomplie. Elle a son diplôme, ça y est. Ok, on l'a checké cette box, mais bon, on en rigole aujourd'hui, mais effectivement, l'orientation au Maroc, c'est un sujet. Et le conditionnement sociétal, c'est également un sujet qu'on pourrait débattre dans un autre espace-temps. Mais l'idée, c'est que j'ai goûté à ça et je me suis rendu compte que se rendre utile à une cause, en gagnant sa vie, même avec beaucoup moins d'avantages financiers et beaucoup moins d'avantages, tu vois, que dans une entreprise, te nourrissait, me permettait, moi, le matin de me réveiller. Voilà, je suis au top de ma forme, j'ai hâte de travailler et pour moi, c'est ça le succès. Ah oui, se réveiller et pouvoir faire ce qu'on aime sans avoir cette petite boule au ventre, tu vois, où Non. je me sens pas à ma place, c'est pas ça réellement ce que j'ai envie de faire. Moi, je fais pas ça. Moi, je peux pas faire ça. Ouais. Yeah. Tu peux pas avoir ce masque social derrière un bureau en train de dire bonjour à tout le monde. Non, je ne ferai jamais ça. Et passer une journée. Jamais. Moi, je choisis où je travaille. Moi, mon employeur me passe un entretien et moi aussi, je lui passe un entretien. Je te dis ça. C'est-à-dire qu'il faut que je sente que ce pourquoi je me réveille le matin est aligné avec mes valeurs, est aligné avec ma vibe et on est aligné. Je suis au service de cette cause. Je sers une cause qui est plus grande. Et d'ailleurs, moi, quand je bosse plus, quand je me mobilise plus, quand je me réveille plus tôt et je dors plus tard et que je fais tous ces efforts, j'ai pas un boss qui s'enrichit. Moi, je suis l'idée par un président qui est visionnaire, qui est leader, qui est altruiste, qui est au service du Maroc et qui se donne à la cause du Maroc. Mais moi, quand je bosse plus, lui, il s'enrichit pas du tout. D'ailleurs, il est bénévole. Contrairement au fait de travailler dans le salariat pécunier, tu bosses plus, les associés. Hein. Moi, je ne pourrais pas. Moi, ce modèle, je ne peux absolument pas y adhérer. نقطة ندم. Tu me parles de s'enrichir et là, je vais me faire l'avocate du diable. S'il te plaît. Au Maroc, et même dans d'autres pays aussi, mais effectivement, il y a un certain conditionnement par rapport aux associations. C'est-à-dire que moi, je fais partie de la classe moyenne. طارب مع الزمان باش ناكل طرف الخبز ونربي وليداتي وهادي وهذا وكاين لي اسوسياسيون سوف كو تنقول فراسي ايوا انا غادي نعطي غندير دوناسيون كي مو دي كو اختي اللي ديريكتريس ما كتضربش النص فوار لا توتاليتي في جيبها. Qu'est-ce que tu pourrais la dire à toutes celles, ceux qui nous écoutent aujourd'hui pour l'association Jadara? Comment est-ce qu'on peut être sûr du fait que quand on est en train de donner par rapport à cette jeunesse-là, pour qu'elle puisse aller de l'avant, se forger un avenir,
que réellement ça va aider ces jeunes-là et pas faire enrichir les directeurs et présidents de l'association. Merci beaucoup, Mariam, de ramener, to bring this subject, de ramener ce sujet à la table, parce que effectivement, c'est ce que j'ai compris, hein, en rejoignant il y a bientôt 13 ans le domaine associatif. Moi, j'ai été, on va dire, pointée du doigt, réduite, ridiculisée. Tu es ingénieur, mais tu choisis de travailler dans une association, comme si c'était, voilà, le déchet des organisations marocaines. Mais c'est une aberration et un manque d'éducation des citoyens qui pensent comme ça. Maintenant, c'est ce qui est ancré, c'est l'inconscient collectif. Et s'il est là, il est là pour une raison. Et donc, voilà ce que j'aimerais dire. Les associations sont fuelées principalement, en général, les associations du niveau grassroots qui sont fuelées sur la base des cotisations de leurs membres, et l'effort des volontaires, des bénévoles qui donnent leur temps, qui ne sont pas des salariés, etc., etc. C'est-à-dire, ce genre d'associations ont des modèles qui relèvent des modèles des associations communautaires, volontaristes, qui est un modèle très intéressant aussi, sauf qu'il n'est pas scalable et il n'amène pas du changement aux hautes sphères et le changement systémique. Ils mettent en place des changements voilà, à leur niveau, dans leur toute petite communauté. Ce genre de modèle, eh bien, et on en a besoin, mais il ne change pas les systèmes. Et il ne résout pas le problème. بحال خديتي واحد الغابة, d'accord, ولا واحد الحديقة فيها واحد l'usine qui verse ses déchets à l'intérieur qui verse ses déchets à l'intérieur du soil, ou le sol, qui va tuer sooner or later, il va tuer tes arbres et tes plantes et tes fleurs. Et toi, en tant qu'association communautaire, tu vas aller avec la toute petite fleur qui est influencée par tout le système, tu vas l'arroser, lui mettre les engrais, etc. Elle va survivre un peu, puis elle va mourir, puis tu vas la racheter, elle va mourir, tu vas la racheter, tu vas. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les organisations de la société civile au Maroc jouent un rôle extrêmement important. D'ailleurs, le Conseil du nouveau modèle de développement recommande le faire par les OSC, justement pour une raison. Elles sont plus agiles, plus à proximité des populations. Les jeunes qui ont de moins en moins confiance en les institutions publiques, et c'est un fait, ce sont les rapports qui le disent, ce n'est pas moi qui le dis, ont encore confiance en les associations. Et donc, on a la capacité de changer, de travailler avec les jeunes et travailler sur les problématiques sociétales du moment. On a beaucoup plus de capacité à faire dynamiser les choses et catalyser des changements au niveau grassroots avec les groupes cibles en étant une association qu'en étant une institution. Maintenant, j'entends ce que tu dis. Le Maroc, d'ailleurs, je te le confirme, il fait partie des pays qui sont les mieux classés en indice de solidarité, c'est-à-dire tu vas chez un Marocain, tu lui dis, est-ce que tu sens qu'il est empathique, et voilà, il va marcher il va marcher, il va rencontrer quelqu'un qui est en train de pleurer, il va essayer de l'aider, il va lui donner de l'argent, il va l'embarquer dans sa voiture, il va essayer de lui résoudre le problème, etc. Donc on est un pays solidaire, on est des citoyens solidaires. On sait se mobiliser autour de différentes causes et on a vu ça. Dans le séisme de House, dans l'enfant Ryan, dans ce que tu veux. Voilà, on est solidaire. Toutefois, on fait partie des pays les moins classés. On fait partie des derniers pays dans la solidarité organisée. C'est-à-dire organisée en se mobilisant à travers les mécanismes de solidarité, à savoir les associations. Il se trouve que et ce est valable pour les associations, pour les entreprises, pour les institutions publiques, etc., etc. Et donc, les associations qui sont disponibles et qui font du travail. Et le Maroc compte énormément, plusieurs dizaines de milliers d'associations sont actives. Certaines ont ce qu'on appelle l'utilité publique. Jadara Foundation, c'est une association de droit marocain reconnue d'utilité publique, c'est-à-dire elle fait partie de quelque chose comme 210 associations parmi plusieurs dizaines de milliers d'associations existantes et légalement constituées au Maroc qui ont l'utilité publique. C'est quoi l'utilité publique? C'est qu'elle est considérée par l'État et par la nation comme un organisme, un organe qui khidmet
المنفعة العامة في خدمة المجتمع. Quand un citoyen a besoin d'accéder à un service de l'État, par exemple ناخذوا مثال بسيط المقاطعة، ما عندش الحق اللي كيخدم في المقاطعة ما يخدموش. Il n'a pas ce droit. كنعتبروا هذيك المقاطعة في خدمة المصلحة العامة وفي خدمة المواطن. Obligation. Maintenant, خدموا ما خدموش هذا موضوع آخر. Pour te dire, quand on reconnaît qu'une association est reconnue d'utilité publique, c'est-à-dire تنعتبروها في خدمة المصلحة العامة. Limite, c'est une extension de l'État, du gouvernement, c'est-à-dire au service des citoyens. Cette utilité publique, elle est difficile à avoir. On passe par un certain processus très lent, qui est le service 1. Tu dois être une organisation bien organisée, bien structurée. Tu as des rapports moraux et financiers qui sont certifiés par un commissaire aux comptes successifs. Je pense au moins 5 rapports financiers certifiés sans réserve par un commissaire aux comptes. Tu dois avoir un certain nombre d'exigences. Tu dois avoir la capacité de tracer tes financements. Et donc, j'ai envie de répondre à cette question que par la force de cette autorité et on est supervisé et audité par toutes les instances que tu peux imaginer, la Cour des comptes, nos partenaires bailleurs de fonds financiers privés et publics, et on est autorisé chaque année en tout cas, chaque année, on demande l'autorisation et jusqu'à présent, alhamdoulilah, on la reçoit parce que justement, on est transparent dans notre modèle financier et dans notre modèle opératoire par le secrétariat général du gouvernement qui va auditer et réviser nos rapports financiers, les rapprocher à nos rapports moraux, les valider. On soumet, donc sur un plan de gouvernance, tu dois checker plusieurs boxes pour maintenir cette utilité publique. Et donc, par la force de cette utilité publique, que j'ai envie de te dire que il est impossible. Moi, je te dis, j'ai l'utilité publique, ça veut dire que tu as le droit de venir voir, et d'ailleurs, nos rapports financiers sont publics. Tu as le droit de me demander par où passe l'argent. Super. Donc, par exemple, là, pour tous les jeunes, qui voudraient peut-être soit devenir un membre actif ou juste donner des dons. Est-ce qu'il y a une liste, par exemple, d'associations où figurerait Jadara pour montrer que, voilà, tu me dis 210 associations à peu près sur des milliers. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose sur Internet qui pourrait montrer le fait que on est complètement c'est un décret mais Michel sur internet, il est sur Jalida Rasmiya. Écoute, plus compliqué que internet, et il est autorisé, bien évidemment, il est dans le Jalida Rasmiya, on a un décret qui annonce que Jadara est reconnu d'utilité publique parmi ces autres associations. Je pense que ça figure quelque part dans le portail du secrétariat général du gouvernement. Je ne suis pas certaine. Maintenant, je voudrais te rassurer, Mariam, et les personnes qui nous regardent, que être reconnu d'utilité publique est une garantie de fait, en plus de toutes les autres normes et tous les autres processus de due diligence par lesquels on passe, et Dieu seul sait combien mon équipe et moi on souffre de l'ensemble des audits, mais qui sont également garants de cette transparence et de cette redevabilité à nos bailleurs. Effectivement, quand on me dit OK, on va procéder à une mission d'audit, je me dis oh là là, ça va me prendre du temps, mais c'est tant mieux. J'ai hâte de voir les résultats et d'afficher surtout les résultats, tu vois. Et d'ailleurs, je me souviens, pour la blague, la période, il y avait des bailleurs de fonds différents. Je me suis retrouvée avec 6 missions d'audit en même temps. Oula. On était, mes équipes et moi, sur tous les fronts. Alhamdoulilah, bien évidemment, toutes les cases sont checkées. Ce que j'aimerais dire, ne pas être association d'utilité publique n'est pas égal à être une association de mauvaise foi. Attention. Les jeunes aujourd'hui, donc elle a dit plusieurs associations qui font du travail incroyable. Et aujourd'hui, les nations, à savoir les nations en général, ou même sont portées par des hommes et des femmes. Ou les citoyens et citoyennes organisés à travers des associations, des partis politiques, des entreprises, ou juste c'est des personnes de différentes communautés. Ça emporte le Maroc.
on le Oui. porte. Et la société civile, elle joue un rôle extrêmement important pour to alleviate, pour soulager un certain nombre de problématiques parce qu'on est plus agile. J'ai eu dernièrement une discussion avec quelqu'un, enfin une élue parlementaire, où je lui ai dit, moi, de la société civile, j'ai besoin de toi. Et toi, du Parlement, tu as besoin de moi. Tu ne peux pas fonctionner sans moi et moi, je ne Oui. peux pas fonctionner sans toi. Moi, je suis à proximité des jeunes. Et moi, j'ai la capacité d'agir avec une certaine autonomie et indépendance. Je ne suis pas coloriée. Je n'appartiens à aucun parti politique et je n'appartiendrai pas, je pense, Inch'Allah, à aucun parti. Et moi, j'ai la capacité de m'organiser facilement. Moi, aujourd'hui, je lui ai dit, aujourd'hui, je m'organise, je suis mutlat zarq. Si ça ne me convient pas dans mon organigramme, je deviens morbah. Du coup, merci pour ces explications. Ça peut rassurer plusieurs personnes, plusieurs jeunes et moins jeunes d'ailleurs. Mais du coup, Oumaima et Jadara, le lien, qu'est-ce qui fait que tu es entrée à Jadara? Qu'est-ce que c'est Jadara? À quoi est-ce qu'elle œuvre? On aimerait bien savoir tout ça. Donc, il y a 13 ans, je me suis rendu compte qu'être entrepreneur social, c'est ma mission de vie. C'est une vocation. Et je pensais absolument pas du tout me retrouver à travailler dans des organisations de la société civile avec différentes casquettes, que ce soit des coopératives que j'ai dirigées, des fondations d'entreprises, des entreprises sociales ou des associations. Tout sauf l'ingénierie. Absolument pas de relation avec l'ingénierie. Et donc, j'ai rencontré Jadara à travers un événement que Jadara organise chaque année autour du mois de mars et qui s'appelle Her Day for Her, où j'ai été invitée à animer une masterclass de 10 minutes pour inspirer les bénéficiaires de Jadara. Donc, j'étais jeune maman avec ma fille qui avait à peine 6 mois et je n'avais personne pour me la garder. Donc, je me souviens monter 6 mois, un an à peu près. Donc, je me souviens monter sur l'estrade et présenter, faire ma masterclass où je parlais de mon parcours d'ascension sociale et ce parallèle entre mon histoire et les histoires des bénéficiaires parce qu'il y avait énormément de points communs. Et donc, je monte sur cette estrade avec ma fille Anbar. On parle, elle et moi, avec tout le monde, à peu près 300 jeunes, avec les yeux qui brillent comme ça. Et en sortant, j'étais nourrie de l'énergie de cette association. J'ai été impactée, je pense. Et ce jour-là, et également, je pense qu'il s'est passé quelque chose ce jour-là. Et ensuite, j'ai compris que Jadara était à la recherche d'un directeur et j'ai rencontré quelques membres du conseil d'administration. On a échangé et je me suis retrouvée à diriger cette association depuis maintenant 2 ans à peu près et demi. C'était évident pour moi parce que j'étais moi-même boursière. J'avais bénéficié d'une première bourse d'excellence qui était un soutien financier dont j'avais besoin pendant mes études post-bac. Et Dieu seul sait combien c'est important d'avoir un soutien pour pouvoir se concentrer sur son excellence et son éducation et laisser de côté les tracas de la vie et voilà, faire son parcours d'éducation dans la dignité. Et c'est ce que provide Jadara aujourd'hui à la société comme solution sociale. J'ai ensuite pu bénéficier d'une bourse d'excellence pour étudier l'entrepreneuriat social international au Centre des études philanthropiques de l'Université de Bâle et ensuite d'une autre bourse qui m'a permis de faire un parcours exécutif de leadership à Harvard Kennedy School à Boston. L'idée, c'est je connais très bien le goût d'avoir accès à l'éducation dans des grandes écoles à travers l'effort et à travers le mérite. Et c'est tout ce que promeut Jadara aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait Jadara? Alors, Jadara Foundation promeut l'ascension sociale à travers l'excellence éducative. On accompagne les jeunes bacheliers brillants, excellents, mais qui sont issus de milieux à opportunités limitées. On les accompagne, à travers la lutte contre les déterminismes sociaux, territoriaux, économiques, de genre et de handicap. C'est-à-dire que des personnes qui n'ont rien demandé, en naissant, se sont retrouvées dans un bidonville ou dans un établissement de protection sociale en tant
qu'enfants orphelins ou abandonnés ou dans une famille nomade ou alors issus de territoires à faible potentiel comme les zones rurales. Ces personnes n'ont rien demandé. Aujourd'hui, le Maroc, il fait partie, ou hier, je vais dire, le Maroc faisait partie des pays, des derniers pays figurant parmi les pays qui font preuve d'ascension sociale. L'indice de mobilité sociale du Maroc est très faible. Ça veut dire que, en général, quand tu es né dans une classe sociale, tu auras tendance à finir dans cette classe sociale. Et tu auras un peu plus de complexité ou de difficulté à faire preuve d'ascension sociale de par les mécanismes qui sont mis à disposition par le gouvernement. Ce que fait Jadara, c'est qu'elle lutte contre ces formes de déterminisme sociaux à travers le soutien financier et académique, à travers des mentors et le soutien en équipement informatique à ces jeunes qui ont fait preuve d'excellence jusqu'à leur bac et qui ont juste besoin d'un petit soutien financier et un soutien académique en leur offrant des places pédagogiques dans des grandes écoles, un mentor et l'ensemble du programme de renforcement des capacités qui les sort de leur coquille. Quand ils viennent, ils sont un peu comme ça. En sortant, ce sont des big boss. C'est des personnes qui savent ce qu'ils veulent. Tu vois? Donc, ce que fait Jadara, c'est les accompagner. Effectivement. Juste pour reformuler, donc Jadara, c'est une association qui, en fait, dit aux jeunes élèves, futurs étudiants, exactement, seul. Et quand tu auras montré, prouvé par le mérite le fait que tu es vraiment motivé pour continuer ton cursus supérieur, on est là, on est taboué pour t'aider à, contre vent et marée, à arriver à ton objectif. Tu l'as très bien résumé. C'est tout à fait ça. Là, j'aimerais te poser une autre question. En fait, Au fil du cafetan, on termine l'épisode avec une question. Pour toutes celles qui se rappellent de la saison 1, c'était quel est l'ennemi et ou l'ami de la femme marocaine. Ensuite, vers la toute fin de la saison 1, on a changé cette question parce que les réponses étaient approximativement toutes les mêmes, bizarrement, alors que les femmes ne se connaissaient pas. Je suis curieuse de savoir. Je t'invite à regarder les épisodes, Oumaima. Absolument, je ferai ça. Sinon, tu peux répondre aussi si tu en as envie. À ton avis, à toi, quel serait l'ami ou l'ennemi de la femme marocaine? Moi, je pense que l'ami de la femme marocaine, c'est la femme marocaine. Moi, j'y crois dur comme fer. L'ennemi de la femme marocaine, c'est le conditionnement sociétal. D'accord. On a l'impression que, c'est pas une impression, c'est des chiffres qui prouvent ça. La femme marocaine excelle à l'école et se retrouve devant des plafonds de verre dans les sphères économiques et politiques et de décision. Donc, pour moi, si on pouvait aider la femme marocaine à se débarrasser de son ennemi, c'est de lui démontrer que son potentiel dépasse ce qu'elle pense qu'était son potentiel, qu'elle a la capacité de réaliser tout ce qu'elle veut, si elle le souhaite. Très joli. Mesdames, écoutez, vous avez en fait le choix de votre vie. Nous, on a quand même grandi avec ce conditionnement où le cursus de la femme, il est là. Vas-y, tu peux étudier et ton bac, mais à un certain moment, on va switcher, on va aller plus vers la famille, fonder une famille, parce que de toute manière, plus tard, tu n'as pas d'évolution salariale ou même aller vers l'entrepreneuriat, c'est pas pour toi, tu es simplement une femme. Donc, mesdames, ça y est, c'est terminé, c'est révolu. Faites ce que vous avez envie de faire et puis allez plus loin que ce que nous, en fait, on a pu avoir ou juste écouter. Et là, je reviens vers la question que je pose pour cette saison. C'est toi, en tant qu'Oumaima, quel est le conseil, en fait, que là, tu pourrais donner aux jeunes femmes marocaines que tu aurais aimé avoir à l'époque? Besoin d'un moment, vraiment. Mais oui, mais c'est extrêmement important. Et moi, je reviens vers vous, les filles, en attendant que Oumaima puisse réfléchir à sa réponse. C'est aussi parler de Jadara, remercier aussi le podcaston
qui met en lien des podcasteurs et des associations afin qu'on puisse avoir cette lumière sur les associations et puis aussi cette information tout au long de la semaine du podcast. Et là, je reviens vers Oumaima parce que je la vois hocher la tête et se dire ah, je crois que je l'ai. Il y a tout un concept autour du aha moment. Le aha moment, je pense que je viens d'avoir un aha moment avec toi. Merci Mariam de m'avoir amené à ce aha moment. Moi, je dirais à la femme, à la jeune moi, et donc aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui m'écoutent et qui me voient, euh, il n'y a rien que tu veuilles réaliser que tu ne puisses réaliser. Il n'y a rien que tu veuilles réaliser que tu ne puisses réaliser. Si tu veux arriver à la Lune, je t'assure, Ourti, que tu peux le faire. Vraiment. Si tu y crois assez, que tu t'y prépares et que tu brises les chaînes du conditionnement et vraiment tu y crois dur comme fer. Que tu te donnes les moyens. Je fais partie de ceux qui ont grandi dans une culture où il faut تمشي جنب الحيط. Et speak loud, parler fort et voilà, show what you can do, etc. Était relevé soit du hchouma, soit du riaqa. Elle se prend pour qui elle Elle se connaît dans tous les sujets, elle est présente partout, etc. J'ai eu du mal à me défaire de ce truc-là parce que je me suis rendu compte que faire du personal branding et exprimer, partager ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire, sa vibe, aussi différente qu'elle puisse être par rapport à... C'est-à-dire ne pas reproduire, mais vraiment être authentique. T'apporter énormément d'opportunités. Bien sûr, tu seras critiqué, hein, bien évidemment. Ça, c'est pas grave. C'est la règle du jeu. Par contre, le fil conducteur qu'il faut absolument pas enlever, et je mets ça dans toutes mes signatures, je l'ai dans mon statut WhatsApp depuis plusieurs années, partout dans mes bios, c'est la yasih ou illa sah. Vraiment. Être réglo, faire de son mieux, croire dur comme fer en soi et laisser le reste, c'est pas grave, c'est pas grave. Je me dis, il y a des petits coups bas qui viennent là, it's okay. La yasih ou illa sah, il faut rire soi-même, être réglo et tout finit par s'organiser autour de... tout finit par s'organiser et te servir. Très bien. Donc ça, c'était le conseil d'Oumaima pour vous, chère auditrice, peut-être auditeur, qui sait. Et là, la question aussi pour l'association Jadara. Qu'est-ce que tu aimerais peut-être demander à nos chères auditrices afin d'aider Jadara? Alors, Jadara Foundation a besoin de vous. Elle a besoin de vous sous différentes formes. Pour celles et ceux qui peuvent aider et soutenir financièrement, sachez que votre soutien peut aider à changer, à transformer des vies par différentes formes. Un soutien, un don comme ça, la prise en charge du programme de bourse d'un jeune ou d'une jeune, ou la zakat. On est une association qui est auditée et certifiée zakat selon, c'est-à-dire la norme Zakat Management System, et donc on est audité. Pour celles et ceux qui n'ont pas la capacité de participer financièrement et qui ont un peu d'expérience, nous avons un programme de mentorat auquel vous pouvez vous inscrire, créer des aha moments et des life-changing conversations avec des jeunes qui ont besoin de vous, qui ont besoin de nous, qui ont besoin d'un mentor. Nous avons également des programmes de retour à l'école pour mettre en place ce qu'on appelle la semaine de l'inspiration qui a été conçue et architecturée par le président de l'association et qui permet à des personnes qui ont réussi à revenir à leurs écoles. C'est Jadara qui s'occupe de la coordination. Vous êtes accueillis dans votre lycée et vous avez la capacité de créer des aha moments et d'inspirer d'autres élèves. Si vous ne pouvez faire ni l'une ni l'autre, eh bien, juste parlez de Jadara et spread the word about it. Vraiment, rejoignez-nous, suivez-nous sur les réseaux, c'est Jadara Foundation. Notre site web, jadara.ngo, vous permettra d'accéder à plusieurs autres informations que je n'ai pas pu partager avec vous. Et je te remercie, Myriam, de cette possibilité pour moi de partager ce que fait Jadara, que je porte avec beaucoup de fierté. On le sent dans tes paroles. J'aimerais aussi finir
en remerciant encore une fois Podcaston. Sans cette initiative, eh bien, cet épisode n'aurait pas existé. On n'aurait pas eu ce moment pour parler de l'association. Et j'aimerais aussi terminer par... en fait, j'ai eu un aha moment aussi. Écoute, Oumaima, c'est tout à l'heure, Oumaima a parlé d'une personne au bon moment. Mais aussi du fait que c'était une évidence que, en fait, elle ne voulait pas aller du côté de l'ingénierie comme ce qu'elle a fait comme étude, mais plutôt aller vers l'association parce qu'elle sent qu'elle est capable de pouvoir aider d'autres personnes. Bah, comme l'a dit Oumaima, si vous n'êtes pas capable ni financièrement, ni aussi du côté volontariat, vous pouvez parler de ça et peut-être que vous avez cette niaque aussi de faire bouger les choses, aider des jeunes filles, hommes qui ont la niaque aussi, qui excellent dans leurs études, à pouvoir dépasser ces études-là secondaires et aller vers le supérieur. Oumaima, je te remercie pour ce moment. Je sais aussi que tu écris. Tout à fait. Est-ce que tu voudrais peut-être parler aussi de cette casquette-là en tant que femme marocaine? Alors, je suis fondatrice d'un think and do tank qui s'appelle le Maroc Social, dont le premier livrable est l'ouvrage qui est un livre blanc qui s'appelle Le Maroc Social 2030. 4 chantiers de dignité pour insuffler un Maroc social en 2030 et qui est un projet qui s'articule autour de 4 chantiers de dignité. 4 chantiers qui sont articulés avec les 4 premières années d'existence de ma fille et qui sont articulés également autour de 4 signaux d'alarme, qui est l'effritement de la classe moyenne, les mouvements démographiques et le vieillissement de la population, le phénomène des jeunes en situation de NEET au Maroc et le manque de confiance entre les jeunes et les institutions. Et enfin, c'est-à-dire le plafond de verre auquel font face les femmes marocaines et les femmes présentes au Maroc. Donc, cet ouvrage-là est un projet de feuille de route qui est adressé aux décideurs, aux institutions publiques, mais également au secteur privé. Et c'est un appel à la mobilisation d'ailleurs. Les personnes qui sont intéressées pour rejoindre le Think and Do Tank, nous avons 4 groupes de travail. Vous pouvez rejoindre www.ms2030.org. Parfait. Écoutez, sur ces paroles très instructives d'Oumaima, je vous dis à très vite pour le second épisode de la saison 2 d'Au fil du cafetan. Merci de nous avoir écoutés et à très vite.